Donc, bonjour à tous. Donc, rapidement, je me présente. Je suis Cassandra Courgeot, enseignante de SVT, actuellement au lycée Lacanal à Sceaux. Donc, moi, je suis TZR, donc je change souvent d'établissement. Mais là, je suis à Sceaux depuis début septembre, ce qui fait que j'ai pu nouer des liens avec les élèves depuis le début de l'année, ce qui, à mon avis, a grandement favorisé l'appropriation des outils que je vais vous présenter. Donc, cette présentation est autour de comment j'ai réussi à adapter la façon dont j'enseigne habituellement à l'enseignement à distance. Donc très rapidement, généralement, moi j'enseigne de manière très imagée, c'est-à-dire que, comme vous le voyez là à l'écran, je bouge beaucoup les mains, je mime des choses, je montre des choses aux élèves, j'écris beaucoup au tableau, je n'utilise pas de diaporama, donc je ne peux pas leur envoyer le diaporama, et, et je suis très demandeuse de leurs questions, donc j'essaie d'avoir le plus possible un échange avec eux. Donc, la présentation générale. Donc le 12 mars, les annonces du président de la République nous sont un peu tombées dessus comme ça, nous enseignants en français, puisque le matin même, notre ministre disait que les écoles n'allaient pas fermer. Donc il a fallu très rapidement se mettre à l'œuvre. Donc à partir du 12 mars, moi je me suis plongée sur comment je peux faire pour enseigner à distance. Je me doutais bien que les ENT allaient surcharger les premiers jours, donc je voulais pas m'appuyer sur ça. Donc le 16 mars, donc le lundi suivant, début de la continuité pédagogique en France, et sans grande surprise, les serveurs institutionnels sont down et on ne peut plus utiliser les outils qu'on utilise habituellement. Donc, en l'occurrence, moi, c'est l'ENT monlycée.net pour la région Île-de-France. Et également Pronote, qui a eu quelques petites difficultés, mais nous, on utilise très peu Pronote. Et il a donc fallu trouver des solutions alternatives. Donc, dans les solutions alternatives, moi, je me suis fixé une espèce de charte, une espèce de charte d'impératifs que je voulais absolument que les solutions que je trouvais correspondent à ces impératifs, en fait. Donc, 4 impératifs. Le premier, c'est que ça soit compatible le plus possible avec les RGPD, c'est-à-dire la réglementation européenne. Puisqu'en tant qu'enseignant, on est un peu soumis à ces RGPD et au fait que nos élèves ne doivent utiliser que des choses qui sont dans le cadre des RGPD, puisqu'ils sont pour la majorité mineurs. Deuxième impératif, je voulais que ça soit facile à prendre en main, autant pour moi parce que, comme vous voyez, entre le 12 mars et le 16 mars, il n'y a que 4 jours, donc c'est des choses qu'il faut rapidement prendre en main, mais également pour les élèves, puisque l'idée c'est que à partir du 16, je leur donnais la marche à suivre, et le 17, on se met à travailler, quoi. Donc il faut des outils très simples à prendre en main. Troisième impératif, je voulais que ça évite le plus possible je voulais éviter le plus possible de demander aux élèves de s'inscrire quelque part. Parce que pour moi, j'ai pas à demander à des élèves de s'inscrire sur telle ou telle plateforme et qu'après ils reçoivent des mails, que leurs données soient utilisées je ne sais pas où, enfin voilà. Donc j'évite le plus possible de leur demander de s'inscrire sur des plateformes, et si il y a inscription nécessaire, j'ai bien vérifié comment étaient utilisées les données qui sont récupérées au moment de l'inscription. Et enfin, je voulais que ça soit quelque chose qui était responsive, c'est-à-dire que les solutions que je trouvais pouvaient être utilisées sur ordinateur, tablette ou mobile. Parce que comme on le sait, nos élèves n'ont pas forcément d'ordinateur personnel à la maison. Ils sont peut-être 4 à la maison, il n'y a peut-être qu'un seul ordinateur, mais généralement, ils ont soit une tablette, soit un téléphone. Et donc, il fallait que ça soit transposable sur ordinateur, sur tablette ou sur mobile, selon les outils qu'ont les élèves à disposition, mais également selon les outils que moi j'ai à disposition. Voilà. Donc le premier outil que je vous présente, c'est Postclass.
Alors, Postclass, c'est une application, c'est également un logiciel et ça sera dans le futur également un site. Donc, il y aura aussi une version web. Donc, vous avez sur la droite ici du diaporama le logo de la solution, de l'outil présenté et également mes 4 critères, mes 4 impératifs. Alors, Postclass nécessite une inscription. Mais, les données sont sécurisées, elles ne sont pas utilisées, ce n'est pas une boîte qui est là pour faire du profit, donc les adresses mail ne sont pas revendues, rien n'est vendu, rien n'est utilisé. Donc ça ne me dérange pas en soi que ça nécessite une inscription. Il est tout support, comme je vous ai dit, il y a une appli, un site, un logiciel et bientôt ce sera disponible également sur navigateur. Ça respecte les RGPD et c'est extrêmement facile à prendre en main. Donc PopLab, ça a été développé par des parents d'élèves. Donc par des parents d'élèves pour l'enseignement. Et également un des développeurs de PopLab, de Postclass, pardon, je dis n'importe quoi, de Postclass, a été enseignant l'an dernier en technologie. Voilà, il a fait quelques mois d'enseignement. Donc, il connaît un peu le milieu. Donc, les principales fonctionnalités. C'est une fonctionnalité de messagerie instantanée, un peu comme Messenger, WhatsApp, Hangout, etc., etc., que vous connaissez sûrement. C'est-à-dire qu'on peut envoyer un message aux élèves et ils le voient tous. Ils sont dans une espèce de classe et quand j'envoie un message, ils le reçoivent. Moi, ce que je fais avec quelle utilisation j'ai de Postclass et de la messagerie notamment, c'est qu'en fait, dès que j'ai une information à leur faire passer, je l'envoie sur Postclass. Pour moi, c'est beaucoup plus simple de communiquer avec eux par ce biais-là plutôt que par l'ENT, parce que l'ENT, généralement, il n'est pas très bien maîtrisé. Quand ils se connectent sur l'ENT, je vois qu'ils ont 600, 700 messages non lus, donc je ne suis pas sûre qu'ils consultent leur messagerie. En revanche, Postclass, je sais qu'ils le consultent. Il y en a au moins un qui consulte et qui transmet toujours l'information sur leur groupe de classe, Snapchat et compagnie. Donc, la messagerie instantanée, alors là, en continuité pédagogique, je l'utilise pour communiquer des informations. Par exemple, demain, on a cours à telle heure, en visio, à tel endroit. Faire un petit compte-rendu de la visio quand il n'y a pas eu tout le monde, que tout le monde n'a pas pu se connecter pour des raisons X ou Y. Donc, je fais un petit compte-rendu, je renvoie les documents, je redonne les consignes pour la semaine suivante. Également, quand je trouve un article intéressant ou une petite information qui est dans le cadre du programme et de ce qu'on est en train de traiter, je la poste dessus. Enfin bref, voilà. C'est un petit outil comme ça qui me permet de maintenir le lien avec les élèves en dehors de la classe, en dehors de nos heures de cours habituelles. Eux, comment ils l'utilisent ? C'est très simple. Ils me posent une question. Là, par exemple, dans le screen, vous avez une élève qui m'a posé une question. Donc, ils peuvent poser des questions sur les consignes qui sont mal comprises, sur un problème technique, bref. Mais quand je l'utilise en dehors de la continuité pédagogique, parce que je l'utilise depuis septembre avec les élèves, généralement, ils posent des questions dessus un peu avant les devoirs. Par exemple, s'ils ont devoir le mardi à 13h30, le lundi à 20h, 21h, il va y avoir une utilisation importante de Postclass par rapport à d'habitude. Donc je réponds et tout le monde voit la réponse. Et ce qui est intéressant, c'est que parfois, ils répondent eux-mêmes aux questions des autres. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça met une espèce de coopération dans la classe, notamment sur des groupes de spécialités où ils ne sont pas tous forcément dans la même classe. Ça donne un petit côté un peu sympa. Deuxième fonctionnalité que je veux vous présenter sur Postclass, il y en a plein, mais je vais vous en présenter quelques-unes, c'est le mur collaboratif. Alors celui-là, je l'utilise très peu. Généralement, là, vous avez une copie d'écran pour les terminales S. Je mets des documents que j'aimerais qu'ils voient avant le cours ou des petites vidéos en complément, etc. Mais j'avoue que je le fais pas assez souvent. Là, dans le cadre de la continuité pédagogique, si j'avais eu besoin d'un mur collaboratif pendant que les ENT étaient down, j'aurais utilisé celui de Postclass puisque les élèves savent comment il s'utilise. Donc c'est un petit outil comme ça qui est assez pratique, surtout si vos ENT ne possèdent pas de mur collaboratif. En l'occurrence, l'ENT d'Île-de-France en possède un. Donc voilà, c'est assez pratique.
Troisième fonctionnalité, c'est les sondages. Alors, là, par exemple, ça, je l'ai utilisé, vous voyez, pour faire un sondage sur quand on décale le cours, parce que j'avais pas pu être là sur le créneau habituel. Et donc, voilà, j'ai sondé la classe. Là, j'envisage de toutes les semaines faire un petit sondage sur qu'est-ce qu'on va traiter la semaine prochaine, parce que j'arrive un peu en fin de programme, puisque je peux pas faire de TP, donc j'avance très vite sur le cours. Et voilà, toutes les semaines, je leur ferai un petit sondage. Qu'est-ce qu'on traite la semaine prochaine en visioconférence? Et c'est un petit outil de sondage qui est assez sympa. Ensuite, fonctionnalité suivante, le dépôt de fichiers. Donc ça permet de récupérer des fichiers envoyés par les élèves. Donc là, c'est pareil, quand les ENT étaient down, il fallait qu'ils me renvoient leur travail, parce que je leur ai demandé du travail. Donc ils l'ont fait sur Postclass. Vous voyez, là, il n'y en a pas beaucoup, parce qu'au final, j'ai mis ça en place, je sais pas, un soir, et le lendemain, les ENT refonctionnaient, donc ils sont plus habitués, moi, en l'occurrence, mes élèves sont plus habitués à déposer dans exercice et évaluation sur l'ENT, donc on a rebasculé sur l'ENT pour éviter de multiplier les supports. Il y a de la modération qui est disponible sur cette solution, c'est-à-dire que vous pouvez supprimer des messages. Voilà, donc par exemple, des fois, ils mettent un message qui me convient pas parce que le ton est pas bon, il y a des grossièretés dedans, etc. Donc je supprime. Et ce que je fais aussi, c'est que je supprime l'utilisateur. Ça a l'avantage que pour rentrer dans la classe, en fait, il faut qu'ils aient un code. Et ce code, c'est moi qui le donne. Et donc, si je les supprime, ils n'ont plus accès à ce qui se passe en classe. Et vu qu'en classe, souvent, je dis, je mettrai ça sur post-class ce soir, etc. Donc, voilà. Et puis, ce qui se passe, c'est que 2-3 mois plus tard, ceux que j'avais supprimés en début d'année, ils se disent, finalement, c'était quand même bien pratique post-class. Du coup, ils viennent demander le code. Et je sais qui j'ai supprimé, et du coup, ça me permet de faire un petit retour dessus sur l'élève, de dire, tu te souviens, il y a 2 mois, t'as posté ça, je suis pas très d'accord, etc. Si ça se repasse comme ça, on ira voir la CPE, etc., etc. Donc voilà, ça me permet également, vu que je reçois une copie par mail, en fait, de toutes les entrées dans le chat. Donc en fait, je garde ces copies, et par exemple, l'an dernier, j'avais eu des soucis avec des élèves qui m'avaient menacé. Sous couvert d'anonymat, et j'ai récupéré les mails, et en fait j'ai fait tout un speech après en classe en leur expliquant que j'avais les mails, que on pouvait récupérer les adresses IP, et que sur internet on n'est pas anonyme. Donc voilà, ça permet également un petit peu de faire cette formation aux médias qu'ils n'ont pas forcément, pour leur expliquer que l'anonymat ça n'existe pas sur internet. Donc voilà, la modération très importante selon moi. Et enfin, dernier point, mais qui est primordial, Postclass, c'est privé et sécurisé. C'est-à-dire que chaque classe, là sur le côté, vous avez mes classes, 1 SVT3, TS6, TSP. Chaque classe est indépendante. C'est-à-dire que les élèves qui sont dans le groupe 1 SVT3, s'ils ne sont pas dans le groupe TS6, en fait, ils peuvent pas voir les messages du groupe TS6, etc., etc. Et vu que c'est moi qui décide quels sont les groupes, tout simplement, ce que les TS6 disent sur le groupe TS6 n'est pas vu par les autres. Et il n'est pas vu par les autres élèves, mais il n'est pas vu par les autres profs, il n'est pas vu par personne d'autre, en fait. Les messages ne sont vus que par les membres de la classe, du groupe. Donc, voilà. Quand on détruit la classe, tous les messages, toutes les pièces qui sont dedans, tous les documents sont supprimés en même temps que la classe. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune trace qui reste, aucun morceau de trace, c'est effacé. Ça, c'est très intéressant parce qu'on travaille avec des mineurs, et par exemple, il y a des élèves qui posent des fois des questions un peu particulières, je sais pas, qui ont peut-être pas envie que ça se sache. Et donc du coup, très simplement, une fois que c'est supprimé, point. Et personne ne peut voir ce qui est dit dans les conversations. Donc voilà, Postclass, c'est un outil que j'utilise depuis la rentrée 2018. Donc ça va faire 1 an et demi. J'ai jamais vraiment eu beaucoup de problèmes avec. J'en ai eu en septembre-octobre 2018 avec des secondes, mais ça s'est très rapidement réglé puisque je les ai menacés je les ai menacés d'en référer à ma hiérarchie, pardon, donc à la direction, etc. Donc voilà.
ils l'utilisent plus ou moins, voilà. Disons qu'ils sont pas très habitués, donc voilà. Après, je pense que si on l'utilise pendant 2-3 ans avec une classe, si tous les enseignants l'utilisent, à mon avis, ça rentre dans les mœurs. Mais là, pour le moment, vu qu'il y a que moi qui l'utilise, c'est pas forcément hyper intuitif pour eux. Pour certains, oui, pas pour tous. Le deuxième outil, c'est PopLab. Donc PopLab, il est très bien tombé. Parce qu'en fait, je cherchais un endroit où déposer mes cours. Et je voulais pas utiliser Padlet parce que Padlet, c'est payant, c'est pas RGPD. Voilà, c'est compliqué, Padlet. Et je voulais pas utiliser Google Drive parce que Google Drive, c'est Google. Et bah, je suis tombée sur PopLab, sur Twitter, qui m'a contacté pour me proposer la solution. J'ai regardé, j'ai testé, je trouvais ça très intéressant. Les élèves sont pas obligés de s'inscrire. C'est tout support, même si la version mobile pour le moment est pas topissime. Ça respecte les RGPD, c'est très facile à prendre en main. Donc voilà. En plus, c'est en partenariat avec la région académique Grand Est. Donc il y a un partenariat avec au moins une académie, ce qui est quand même bon signe. Donc c'est un équivalent à Padlet, moi j'appelle c'est un équivalent RGPD friendly. Vous avez comme sur Padlet la possibilité de mettre plusieurs documents en colonne, en ligne, etc. Plusieurs types de documents, donc des vidéos, des images, des liens, des textes, je sais pas, des pièces jointes, etc., etc. Et vous pouvez organiser ça en sections. Donc là, on voit mal parce que la capture d'écran est un peu petite, mais il y a travail à faire, outils outils pour observer la faune et la flore, et aide à l'identification des espèces. Donc ça, c'est par exemple pour mon chapitre 12 en première spé. Et donc, bah, c'est simple. Je partage un lien et les élèves ont accès à toutes les pièces. Alors, je partage un lien. Là, vous allez me dire, oui, mais du coup, ça fait un lien par chapitre. Oui et non, parce que, outre le fait d'être très ergonomique, vous voyez, en plus, c'est assez joli. Donc ça, c'est une capture d'écran de mon labo, donc de mon espace de travail. PopLab on permet également de compiler des documents. Donc en fait, hop, je reviens un peu en arrière. Chaque image que vous voyez ici, c'est un document qui ressemble à ceci lorsqu'on clique dessus. D'accord ? Chaque truc. Là, vous voyez, il y en a qui s'appellent chapitre, donc ça c'est le cours. Et il y a par exemple celui-là qui s'appelle thème 2, atmosphère, hydrosphère, nanana, et celui-là qui s'appelle première spécialité. Donc ça, c'est pas un chapitre, d'accord ? Ça, c'est pas un chapitre non plus. Ça, c'est de la TSP, c'est pas un chapitre, c'est un thème entier. Parce qu'en fait, ce que je fais, donc là, je vous le montre avec celui des terminales, c'est que je crée un document classe, d'accord, dans lequel je viens insérer tous mes documents courts, tous mes documents chapitres. Et donc, en fait, ce que je partage avec les élèves, c'est uniquement le lien du document classe. Donc mes terminales S, je leur donne par exemple le lien terminal S. Et lorsqu'ils cliquent dessus, ils ont accès à tous les chapitres. Et en cliquant sur un chapitre, ils ont accès à tous les documents du chapitre. D'accord ? Ce qui permet un peu de compartimenter comme ça. Les élèves ont très bien accueilli PostClass. Je reprends. Les élèves ont très bien accueilli PopLab. Les deux se ressemblent beaucoup au niveau du nom, c'est compliqué. Ils sont même demandeurs. Il y en a certains qui m'ont demandé à ce que je mette tous les cours depuis le début de l'année dessus. Alors ça, c'est quand il y avait encore l'objectif bac à la fin de l'année. Mais je pense que c'est un outil que je vais réutiliser au cours de l'année. Enfin, au cours de l'année prochaine plutôt, et peut-être les années d'après. Pour le moment, c'est un outil qui est gratuit, parce qu'il est en phase de développement. C'est une entreprise qui fait ça, même s'ils ont des partenariats. Donc, à un moment, il va falloir qu'ils fassent de l'argent, donc il y aura une version payante. On ne sait pas encore quelles fonctionnalités seront dans la version gratuite et quelles fonctionnalités seront dans la version payante. Mais dans tous les cas, normalement, il y aura toujours une version gratuite qui, à mon avis, devrait suffire à elle-même. Mais une nouvelle fois, c'est encore à voir. Enfin, c'est à voir dans le futur. Donc là, c'est encore en développement. Et donc voilà.
Et enfin, le dernier outil que j'ai utilisé dans mes outils majeurs avec les élèves, c'est Jitsi. Donc ça permet de faire des cours en visioconférence. Donc pas d'inscription nécessaire, tout support, respecte les RGPD, facile à prendre en main, d'accord, c'est très simple. Ils cliquent sur un lien, hop, ils arrivent sur le Jitsi. Pour vous, c'est très simple de créer une vidéoconférence. Vous voyez, quand vous allez sur l'accueil du Jitsi, on vous dit démarrer une nouvelle réunion. Il suffit de rentrer un nom pour votre réunion, créer, hop, c'est bon, c'est fait. Et après, les élèves n'ont plus qu'à rejoindre ce lien-là. Vous pouvez partager un écran sur Jitsi. Donc ceux qui étaient à la présentation au Ludovial l'ont vu parce qu'on était sur Jitsi. Partagez un écran, vous pouvez afficher votre webcam et vous avez la possibilité de mettre un mot de passe sur le salon pour sécuriser votre salon. Les élèves peuvent également lever la main, d'accord, pour prendre la parole. Alors moi je ne l'ai pas beaucoup utilisé, je l'ai utilisé que 2 semaines parce que il y a eu un engouement pour Discord dans mon établissement et donc ça me gênait un peu en fait de multiplier les supports de visioconférence. En plus, à 40 élèves, c'est pas forcément hyper facile à gérer au niveau de la modération. Alors depuis, il y a eu des modifications qui ont été faites pour la modération sur Jitsi, mais à l'époque, il y a un mois, c'était pas le cas. Donc voilà, un peu compliqué. Donc au final, j'ai basculé sur Discord un peu malgré moi parce que j'étais pas du tout d'accord avec le fait de faire cours sur Discord. Mais à un moment, il faut bien utiliser les solutions qui sont aussi les plus simples pour les élèves. Et si tous les collègues utilisent la même solution, on va pas faire de la dissidence de son côté. Et dernier point sur Jitsi, il y a une appli qui est disponible, donc tout support comme je le disais, très pratique l'appli. Moi ça me permet d'avoir par exemple quand je partage comme ça en plein écran mon écran, vu que j'ai pas de deuxième écran ici, c'est simple, je mets l'appli sur mon téléphone et comme ça j'ai accès au chat depuis mon téléphone et je vois également leur caméra, vérifier s'ils font pas n'importe quoi. Enfin, quelques outils supplémentaires. Donc, vous avez AWW App. Moi, franchement, c'est vraiment mon petit outil chéri, celui-là. Il est très facile à utiliser. Il n'y a pas forcément besoin de s'inscrire. Alors, moi, je me suis inscrite, mais voilà. Les élèves n'ont pas besoin de s'inscrire parce qu'en fait, c'est très simple. Moi, je l'utilise lorsque je partage l'écran avec les élèves. C'est un tableau blanc. Donc, en fait, je leur partage le tableau blanc. Et j'ai juste à dessiner dessus. Donc j'ai la chance d'avoir une tablette graphique. Bon, c'est pas donné, hein, tout le monde n'en a pas. Mais du coup, je suis prof de SVT, donc je fais beaucoup de schémas. Comme je vous dis, j'utilise pas de diaporama. Et donc, voilà, je dessine, j'écris, je fais des schémas. Quand ils me posent une question, des fois j'ai besoin de dessiner, d'écrire des schémas. Donc ça me permet de le faire. Je partage mon écran et ils voient absolument tout ce que je suis en train de dessiner sur l'écran. Donc vraiment très pratique. Et enfin, alors ça, on part dans un peu plus compliqué, mais dans le cas où vous voudriez enregistrer quelque chose, comme je suis en train de le faire là, vous avez cet outil qui est initialement un outil de streaming, mais qui permet également de faire des enregistrements, qui s'appelle OBS Studio. Alors il est gratuit, libre, open source, donc personne ne se fait de l'argent dessus, les données ne sont pas exploitées, tout le monde a accès au code du logiciel. Vous avez des tonnes de configurations possibles et il est très facile à prendre en main. Alors, là actuellement, la vidéo que vous regardez, vous voyez mon PowerPoint et normalement vous voyez un petit carré en bas avec mon visage. En fait, ce que je suis en train de faire là actuellement, c'est que je suis en train d'enregistrer ma présentation sur OBS Studio et j'ai configuré ma scène, ils appellent ça une scène, pour qu'il y ait le diaporama et ma webcam affichée en bas. Ce qui permet, du coup, dans le cas où vous voudriez faire des capsules, par exemple, d'ajouter des petites choses. Donc votre tête, je sais pas, un petit dessin, un petit schéma, un logo, etc. etc. Donc très intéressant. Facile à prendre en main, d'accord, voilà, faut prendre quelques minutes, mais après c'est bon. Et bien sûr, les outils que on utilise habituellement, hein, YouTube, même si Google, je suis pas à 100% pour, mais voilà, YouTube, faut quand même dire que c'est un outil qui est très connu par les élèves, ils l'ont en main. Toujours pareil, il y a une appli sur mobile. Là, il y a Peertube aussi qui a été déployé nationalement, qui a un équivalent à YouTube, mais en libre. Donc voilà, mais pas trop dans les us et coutumes des élèves, je pense. Et bien sûr, le NT et Pronote, lorsqu'ils fonctionnent, qui sont quand même des outils que les élèves ont bien en main. Et du coup, pour faire la synthèse de tout ce travail,
Alors c'est beaucoup de travail en amont. Moi j'avais la chance Enfin moi je suis déjà très intéressée par tout ce qui est solutions numériques pour les problématiques des enseignants. Donc voilà, j'avais déjà deux, trois pieds dedans, quoi. Mais ça demandait quand même beaucoup de travail de mon côté. Pas beaucoup du côté des élèves, mais de mon côté oui. De recherche notamment et de veille. Les élèves ont été très réceptifs, ils se sont appropriés très rapidement les outils, hein. Alors post-class, ils l'utilisaient déjà, mais en septembre, ils l'ont pris très rapidement en main, puisque bah, c'est un logiciel de messagerie comme n'importe lequel, hein, ils ont l'habitude. Et, euh, et PopLab, bah, ils ont juste à cliquer sur des liens, donc franchement, c'est pas très difficile pour eux. Et tant mieux, parce que si on se met à multiplier les supports et que ils sont tous plus compliqués les uns que les autres, et bah très rapidement on perd les élèves. Alors, comme je vous le disais, il y a un point que je retiens, c'est qu'il y a vraiment une nécessité de coller au plus possible aux outils qui sont déjà connus et utilisés par les élèves et les collègues. Là, dans mon établissement, en fait, il y a eu un mail sur l'NT qui a été envoyé par le gestionnaire réseau, NT, etc. Pour expliquer comment utiliser Discord. Donc les collègues ont... Il y a eu un engouement et tout le monde a fait un Discord pour sa classe, etc. Donc les profs principaux ont fait des Discords. Et donc bah du coup, moi j'ai bien été obligée d'aller sur Discord même si je voulais utiliser Jitsi. Pourquoi? Parce que bah, chaque fois qu'on utilisait Jitsi, les élèves me disaient mais madame, monsieur machin, madame Bidule, ils font un Discord de classe, pourquoi vous n'utilisez pas Discord, etc., etc. Et même si j'ai les arguments sur les données privées, l'exploitation des données, etc., Discord, prend des données, enregistre les conversations, même si j'ai tous ces arguments-là, je comprends que lorsqu'on est élève, on n'a pas envie d'avoir cours avec Bidule, avec Monsieur Machin sur tel logiciel, Madame Bidule sur tel logiciel et Monsieur Chouette sur un troisième logiciel. Et je pense que pour perdre le moins possible d'élèves, il faut qu'il y ait quand même une certaine homogénéité de la communauté éducative, que ce soit par équipe pédagogique autour d'une classe ou même par équipe pédagogique autour d'un établissement. Donc, j'ai été sur Discord parce que bah, tous mes collègues y sont et tous les élèves y sont et que c'était beaucoup plus pratique pour éviter de multiplier les supports et de perdre les élèves. Je vais continuer d'utiliser les outils, bon à part Jitsi parce que je vais pas continuer à faire des cours en visioconférence jusqu'à la fin de ma vie, hein. Une fois qu'on retrouve les élèves, on retrouve les élèves. Mais post-class, bah, je l'utilisais déjà, donc je vais continuer de l'utiliser. Je vais peut-être même utiliser des fonctionnalités que je n'utilisais pas avant. Et PopLab, à mon avis, je vais continuer de l'utiliser. À voir à quoi ressemblera la version payante, mais si elle me convient, je pense que je continuerai d'utiliser. Et enfin, non, hop, il reste encore un point après. Je me suis rendu compte, c'est ce que je disais au début, qu'il est fondamental de maintenir une veille sur les outils numériques. Moi, j'ai réussi à m'adapter très rapidement parce que justement, j'ai cette espèce de culture de veille sur les outils numériques, notamment sur Twitter. Donc, ceux qui n'ont pas de compte Twitter, je vous encourage à en faire un. C'est vraiment une salle d'épreuve géante. Vraiment il y a une espèce de réseau de profs sur Twitter qui est très actif et c'est intéressant d'échanger avec toutes ces personnes. Et en fait, bah, quand on a déjà accumulé un certain bagage, qu'on a déjà vu 2-3 outils par-ci par-là, qu'on se dit ah tiens, voilà, celui-là je sais pas trop comment l'utiliser, bah un jour vous avez une situation qui vous dit ah là je peux utiliser cet outil. Et du coup, bah, c'est quand même assez intéressant d'avoir cette espèce de background derrière qui vous permet de réagir vite aux nouvelles situations. Et enfin, le petit point noir de ma synthèse, c'est que je m'en suis rendu compte, mais bon, je le savais déjà, mais là vraiment, qu'il n'y a pas assez de solutions estampillées éducation nationale pour répondre aux problématiques auxquelles on a été confronté là. Par exemple, ce que je vous ai présenté, hein, post-class, c'est des parents d'élèves qui sont totalement bénévoles, qui font pas de bénéfices dessus, qui maintiennent les serveurs, etc. à leur propre coût. Et ils ont aucun financement de la part de l'éducation nationale, aucun partenariat avec les académies. Enfin, voilà. C'est un truc qui est super puissant et qui pourrait être mis en péril parce que
que même si tous les profs l'utilisent, et ben l'entreprise, c'est pas vraiment une entreprise, mais la solution en elle-même n'en retire rien. PopLab, c'est pareil. Alors, ils ont un partenariat avec la région académique Grand Est, mais en soi, s'ils sont obligés de développer une offre payante, c'est parce que on leur donne pas les moyens de développer sans devoir demander de l'argent aux utilisateurs. C'est dommage parce que l'éducation nationale, c'est un des plus gros budgets en France. Et on pourrait mettre de l'argent dans ces boîtes-là et ça serait des trucs qui seraient développés par l'éducation nationale pour l'éducation nationale. Et si ça avait été fait avant, en fait, je pense que le début de la continuité pédagogique se serait beaucoup mieux déroulé puisque les profs auraient déjà connu ces outils et les élèves également. Donc voilà, ça c'est vraiment le gros point noir. Après voilà, c'est un point noir à mon avis qu'on est beaucoup à avoir noté, à soulever régulièrement. Mais voilà, c'est le gros point noir. Et donc voilà, j'ai fini ma présentation une deuxième fois. Et donc si jamais vous avez des questions sur les solutions que j'ai présentées ici, vous pouvez me contacter sur Twitter. Donc hop, je repars en arrière. Sur Twitter, hop, tac, 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 tac. Hop, on repart. Donc sur Twitter, voilà. Donc ça c'est mon tag sur Twitter. Sur LinkedIn, bon j'y suis pas trop mais voilà. J'ai également un blog où je présente des outils dès que j'en trouve. Alors c'est très orienté SVT hein, puisque c'est ma discipline. Mais voilà. Sur chacune des diapos, vous avez le lien vers le site de l'outil. Et en dessous, vous avez à côté du petit i une URL vers l'article sur mon blog sur l'outil. Et pour Jitsi, j'ai pas fait d'article. En revanche, j'avais fait une petite vidéo de présentation. Et donc, le lien YouTube est là. Il est présent sur ma chaîne aussi. Et ben voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir.